Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, bienvenue sur notre webinaire, donc webinaire patrimoine, une édition un peu spéciale. Aujourd'hui, en fait, on voulait faire un format qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. En fait, on vous a proposé, lors de votre inscription, de poser l'ensemble de vos questions, quelles qu'elles soient, sur la gestion de patrimoine, sur les investissements, pour qu'on puisse vous y répondre de manière précise lors de ce webinaire. Donc, on a eu vraiment des questions sur plein de sujets différents. Justement, on va aborder ça tout à l'heure. Alors, j'en profite avant de vous présenter de manière succincte la société, le groupe et la société. Je voudrais vous préciser, vous avez la possibilité en fait de poser toutes vos questions, d'autres questions en temps réel. Donc, lors de ce webinaire, vous avez soit la possibilité de mettre dans conversation, qui doit s'afficher sur un des côtés de votre écran, soit sur l'onglet QR, donc questions-réponses. Vous avez même la possibilité d'anonymiser vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. On sera ravis d'y répondre à la toute fin. Alors, lors de ce webinaire patrimoine, je serai avec Vincent Coumans, qui est également conseiller financier chez Vano Gestion Privée. Donc, je vous redonnerai nos coordonnées plus tard si vous souhaitez nous contacter pour des questions plus précises ou si vous souhaitez un rendez-vous. Donc le groupe Pelège, le groupe dans lequel se trouve Vano Gestion Privée, c'est un groupe qui traite de nombreux pôles, nombreuses sociétés dans l'immobilier. On a par exemple une société de crédit, on a une société de transaction, Vano, qui est assez connue du grand public. On a une société d'expertise immobilière, on a un fonds de private equity immobilier. Enfin, c'est vraiment disparate. On touche vraiment à tous les sujets autour de ce segment. Alors, plus particulièrement, aujourd'hui, Vano Gestion Privée, pour vous présenter ça de manière très rapide, c'est un cabinet qui a une trentaine d'années d'existence. On a aujourd'hui plus de 1000 clients pour un encours avoisinant les 150 millions d'euros. Donc, en termes de produits qu'on peut vous proposer, c'est ça qui est intéressant. On a vraiment une gamme qui est très variée, à la fois sur des produits financiers et des produits immobiliers. Donc, là, on vous a mis en fait un petit peu les points spécifiques de notre cabinet. Aujourd'hui, nous, on est un cabinet indépendant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir vous proposer vraiment des produits qui sont, enfin, on peut aller chercher n'importe quel produit aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire à la fois dans le financier, dans l'immobilier, on va gérer justement notre réseau de partenaires et vous apporter des fonds qui sont beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus nombreux que dans une banque et même dans une banque privée. Donc, ça va être vraiment ça les points les avantages par rapport à une banque, à la fois la disponibilité des supports, mais il y aura également les frais qui sont souvent plus compétitifs que dans une banque. Donc, on aura l'occasion d'y revenir, justement, c'est un des points qu'on va évoquer dans ce webinaire. Je vais d'abord laisser Vincent vous parler du contexte actuel, qui est assez mouvant. Donc, Vincent, je t'en prie pour le contexte. Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Je voulais démarrer ce webinaire par évoquer le contexte actuel. Donc l'actualité toute chaude, toute récente, c'est la diminution des taux aux États-Unis qu'on attendait depuis longtemps, avec un taux d'emploi qui baissait de trimestre en trimestre, et finalement la Banque centrale américaine a décidé de baisser ses taux. Ça c'est au niveau international, donc ce qui devrait raviver les investissements et relancer également le marché immobilier local. En termes d'inflation, si on revient en Europe, on voit qu'elle est maîtrisée depuis quelques mois, à la fois en Europe, dans la zone euro et en France. En revanche, au niveau de la croissance, elle est assez faible, en France plus particulièrement, inférieure à 1% selon les dernières prévisions de l'INSEE. Donc ça, c'est un marqueur important et un élément qu'on surveille de façon attentive. En ce qui concerne la confiance des ménages, c'est aussi un indicateur qu'on regarde. Elle s'est aussi dégradée ces derniers mois par rapport à sa moyenne de longue période, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Donc c'est dans un contexte compliqué qu'on va répondre à vos questions aujourd'hui. Un contexte assez agité, notamment en France, avec la question des retraites. C'est des questions qui sont revenues également souvent lors de vos inscriptions. Donc on va tâcher de répondre à vos questions dans ce contexte plutôt agité
actuellement, à la fois en France, mais également au niveau international. Merci Vincent. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont pu se connecter au webinaire, donc j'en profite pour vous répéter que vous avez la possibilité de poser des questions justement. Donc, c'est l'onglet QR, donc questions-réponses, et vous pouvez être anonyme sur ces questions. Alors, concernant les questions que nous, on a pu recueillir en amont, alors elles sont assez nombreuses. Donc, ce qu'on a fait, on les a tout simplement regroupées donc, dans des grandes familles. Et là, il y en a trois qui se distinguent. Pardon. Donc, la première, ça va être les frais d'un conseiller en gestion de patrimoine et la différence avec ceux de la banque. La deuxième famille, ça va être la retraite. Comment créer une retraite par capitalisation? Et la troisième grande famille, c'est quel type de placement en période de crise? On va faire un focus également sur les ETF. Donc, concernant la première famille, donc les frais, il y avait deux questions qui revenaient fréquemment. Donc déjà, comment êtes-vous rémunéré? Et il y a une question qui a été posée et qui, à mon avis, est vraiment pertinente. Une question qu'on n'ose pas souvent nous poser, c'est quel est le produit qui vous rémunère le plus? Alors, je vais tâcher de répondre à cette question en toute transparence. De toute façon, en tant que cabinet de gestion de patrimoine, nous, on a un devoir de transparence en ce qui concerne notre rémunération. Donc, on a le statut CIF de conseiller en investissement financier. Donc, on a cette obligation de transparence. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne un placement financier, que ce soit un contrat d'assurance vie ou un plan épargne retraite, par exemple, nous n'appliquons pas de frais de souscription. Donc, lorsque vous versez des fonds, il n'y a pas de frais à l'entrée. Ensuite, au niveau des frais de gestion, ce sont les frais de gestion du contrat assurantiel. Là, il y a 1% de frais de gestion. Nous, on n'applique que de la gestion libre. Donc, c'est l'allocation que nous préconisons, les fonds d'investissement que nous choisissons. Et il n'y a pas de frais de gestion pilotés. Donc, ces 1%, c'est l'ensemble des frais que vous allez avoir en termes de frais de gestion du contrat. Donc l'assureur va nous rétrocéder, nous, en tant qu'apporteur d'affaires auprès de la compagnie d'assurance, une partie de ses frais de gestion. Enfin, il y a des frais d'arbitrage sur certains contrats. Donc nous, on n'applique pas de frais d'arbitrage, donc ils sont également à 0%. Donc ça, c'est sur les contrats d'ordre financier. Ces contrats sur les placements plutôt immobiliers, que ce soit de l'immobilier en direct ou des SCPI, les frais vont être exactement les mêmes qu'en direct. C'est-à-dire que sur une SCPI, il y a, sur la majorité des SCPI, il y a des droits d'entrée, des frais qui sont payés lorsqu'on revend la SCPI. Ces frais-là sont compris entre 8 et 12%, et donc on applique exactement les mêmes au sein du cabinet. Donc là, typiquement, c'est exactement le même mécanisme que les sociétés, que les compagnies d'assurance. Les sociétés de gestion immobilière vont nous rétrocéder une partie de ces frais à l'entrée. Ensuite, en fonction des cas, s'il y a une étude pour une cession de société, s'il y a une étude pour la retraite ou pour une création d'entreprise, des honoraires peuvent être appliqués. Ça, c'est au cas par cas, mais un devis est toujours présenté préalablement. Pour répondre à la deuxième question, quel est le produit qui nous rémunère le plus? Alors sur le court terme, comme vous l'avez bien compris, étant donné qu'il n'y a qu'une commission qui est versée à la souscription, évidemment, ça va être l'immobilier. Mais sur le long terme, le long terme, c'est à plus de 5 ans. Ce qui est le plus rentable pour nous en tant que cabinet, ça va plutôt être l'assurance vie et le plan épargne retraite. Est-ce que tu peux juste spécifier pourquoi sur ce dernier point pour que ce soit un peu plus clair, Vincent? Parce qu'en fait, sur le contrat d'assurance vie et le plan épargne retraite, on est rémunéré que sur les frais de gestion du contrat. Donc chaque année, il y a le pourcentage de frais de gestion qui est prélevé au fil de l'eau sur le contrat. Et donc l'assureur nous rétrocède une partie de ces frais de gestion tous les ans. Et c'est la raison pour laquelle, sur le long terme, plus vous conservez le contrat longtemps, plus il est rentable pour vous, plus aussi il sera rentable financièrement pour le cabinet. Ouais, c'est ça. C'est plus on fait fructifier ce contrat, plus nous on sera rémunéré forcément. Alors, il y a un autre sujet donc qu'on souhaitait, enfin que vous souhaitiez aborder, donc c'est la retraite. Alors, j'avais deux questions
qui se dégageaient. Donc, il y en a une qui est un peu globale, c'est quelle stratégie pour la retraite? Et la seconde question, qui est vraiment beaucoup plus spécifique, c'est que faire de son immobilier à l'approche de la retraite? Voilà, alors ça, la retraite, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité actuellement en France. Ce sont les principaux débats politiques tournent autour de la retraite actuellement. Donc c'est les questions qu'on reçoit souvent même en rendez-vous, c'est quand je pourrais partir à la retraite, avec quel montant. Et aujourd'hui, c'est comment préparer la retraite et comment l'anticiper. Donc je vais tâcher de répondre le plus précisément possible à ces questions. Donc nos conseils, tout d'abord, c'est qu'il faut, et surtout dans le contexte actuel, c'est qu'il faut commencer à épargner pour la retraite le plus tôt possible. Non seulement il faut commencer tôt, et en plus, il faut investir de façon adéquate sur les bons supports d'investissement. Ensuite, il faut choisir la bonne enveloppe fiscale. Est-ce que je choisis plutôt de souscrire un contrat d'assurance vie, un plan épargne retraite, un plan épargne action? On va voir plutôt précisément par la suite le plan épargne retraite, mais même s'il y a retraite d'indiquer dans le nom du placement, c'est pas spécialement le placement le plus requis pour tout le monde. Donc, bien choisir l'enveloppe fiscale, ça va véritablement dépendre de votre fiscalité et de vos choix de vie et de vos objectifs. Ensuite, évidemment, les supports d'investissement sont primordiaux. C'est-à-dire que on entend souvent j'investis sur mes livrets bancaires, j'investis sur un PEL, j'investis sur du fonds euro. Alors à court terme, ça peut être utile, ça peut être rentable pour vous, mais c'est vrai que sur des périodes longues, quand on a du temps et quand on a un objectif fixé, la retraite qui va venir que dans 10, 15, 20 ans, on a des supports d'investissement qui vont être plus rentables. Donc je voulais aujourd'hui expliquer plus précisément ce qu'est le plan épargne retraite et pourquoi aussi il n'est pas judicieux pour tout le monde d'en souscrire. Tout d'abord, je rappelle que le plan épargne retraite va vous offrir en tant qu'investisseur un avantage fiscal à l'entrée. C'est-à-dire que les sommes que vous investissez au sein du plan épargne retraite vont être déduites fiscalement de votre revenu net imposable. Donc quand vous versez par exemple 5 000 euros au sein du plan épargne retraite et que vous avez un revenu imposable de 100 000 euros, ben, le calcul de l'impôt va s'effectuer sur une base de 95 000 euros. Euh, la somme que vous versez va être soumise à un plafond de versement, c'est-à-dire que ne vous permet pas de verser 100 000 euros si vous avez un revenu net imposable de 100 000 euros et du coup de payer 0 euros d'impôt. Donc ce plafond de versement va être égal à 10% de votre revenu net imposable. Là, je parle pour un salarié, pour les personnes qui sont en libéral, qui sont indépendantes, il y a un plafond qui sera supplémentaire puisqu'elles cotisent encore moins pour la retraite. Notre conseil, c'est que nous, on va véritablement regarder quelle est votre fiscalité. Lorsque votre fiscalité euh, engendre une tranche marginale d'imposition qui est à 30% ou supérieure, là, on peut vous conseiller un plan épargne retraite, sachant que les sommes versées sur ce plan épargne retraite vont être bloquées jusqu'à la retraite. Donc, si vous avez une tranche marginale d'imposition supérieure à 30% et que vous n'avez pas besoin de ces sommes d'ici la retraite, nous vous conseillons la souscription du plan épargne retraite. En revanche, si vous avez des revenus qui correspondent à une tranche marginale d'imposition inférieure à 30% ou que vous avez besoin de liquidités à court ou moyen terme pour l'achat d'une résidence principale par exemple, nous ne vous conseillerons pas le plan épargne retraite. Sur le plan épargne retraite, qui est une solution assurantielle, vous nommez un bénéficiaire. Donc ça peut aussi être intégré dans le cadre de stratégies patrimoniales. Enfin, il faut se rappeler qu'il y a une fiscalité à la sortie. Donc les sommes qui ont eu
une déduction fiscale dont vous avez bénéficié déduction fiscale à l'entrée vont être soumises à une fiscalité à la sortie, c'est-à-dire qu'elles sont réintégrées à votre revenu imposable. C'est pour ça qu'on ne conseille pas le plan épargne retraite à des tranches marginales inférieures à 30%. Donc ça, c'est vraiment très important. Et nous, au sein du cabinet, on va réaliser des simulations extrêmement précises sur sur l'économie que ça vous donne à l'entrée et ce que ça vous procure en termes de revenus complémentaires à la sortie au moment de la retraite. Sachant qu'à la retraite, vous pouvez débloquer soit sous forme de capital, soit sous forme de rente. Nous, on le conseille plutôt sous forme de capital fractionné. Merci beaucoup Vincent. Alors, on va aborder maintenant le sujet, en tout cas la partie qui a suscité le plus de questions. Donc, c'est vraiment celle qui concerne les placements. Donc, vous avez été nombreux à nous poser des questions. Alors, je vais vous en poser quelques-unes. Alors, vous avez demandé, en cas de crise financière, que se passe-t-il pour mes placements? Ça, vous étiez vraiment inquiet à ce sujet. Une autre question, si vous aviez à investir votre propre argent, choisiriez-vous les mêmes que celles que vous me proposez? Donc, Vincent, je t'en prie à partir de ces deux questions. Oui, merci Antoine. Alors, quel type de placement en période de crise? C'est vrai que la période que j'ai décrite au sein du point macroéconomique fait que il y a beaucoup de prudence demandée par les investisseurs et beaucoup se questionnent, est-ce que je dois encore investir en actions? Quel type de placement à court terme? Quel type de placement à long terme? Donc, je vais essayer d'être clair et de répondre le plus précisément possible. Tout d'abord, pour des placements à court terme, sur 1 an, 2 ans, et des placements sécuritaires, donc par rapport à un livret bancaire qui rapporte 1,70 net ou d'autres types de livrets ou même un PEL que vous avez de côté, les fonds euros au sein des contrats d'assurance vie vont offrir un rendement supérieur. C'est-à-dire qu'actuellement, comme les taux d'intérêt ont remonté, il y a une forte volonté des différents assureurs de profiter de ces taux plus élevés, donc d'acheter beaucoup d'obligations souveraines comme de la dette d'État française et de collecter donc un maximum de capitaux. Pour ce faire, puisque les compagnies d'assurance ne collectaient plus beaucoup sur les fonds euros ces dernières années, ils mettent en place des bonus qui sont assez attractifs. C'est-à-dire que pour tout versement, souvent ça démarre à partir, on a même des compagnies d'assurance où il n'y a même pas de minimum de versement, mais on a des bonus attractifs qui peuvent même dépasser les 2% net pour cette année-ci et l'année prochaine. Donc ça, c'est une occasion euh, que j'avais pas, que j'avais jamais vu depuis 10 ans que je fais ce métier, et donc c'est intéressant d'en profiter. D'investir sur ces fonds euros au sein d'un contrat d'assurance vie, surtout pour les objectifs à court terme, sachant que là-dessus, il y a une garantie en capital, donc il n'y a pas de risque pris. Ensuite, si on a un horizon de placement un petit peu plus important, on peut, mais toujours un placement à court moyen terme, on a les fonds obligataires. Les fonds obligataires, je rappelle qu'une obligation, c'est par exemple soit un État qui émet de la dette, soit une entreprise qui va émettre de la dette. Et donc elle émet une obligation avec un coupon qui est fixe, et si la société ne fait pas défaut, elle rembourse le capital emprunté à l'échéance. Donc actuellement, sur ce type de fonds obligataires, on a des rendements compris entre 5 et 6%. Donc là, l'horizon de placement euh, va être un petit peu plus important, c'est-à-dire si sur du fonds euro, on est sur 1 à 2 ans d'horizon de placement, sur des fonds obligataires, on est plutôt entre 2 et 4 ans d'horizon de placement, voire plus élevé si les maturités sont plus importantes. Donc là, ça va vous permettre de bénéficier d'un rendement un petit peu plus attractif que le fonds euro, avec évidemment en termes de risque, un risque un tout petit peu plus important, puisque nous, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, impose une échelle de risque comprise entre 1 et 7, les fonds euros étant à 1 sur 7, les fonds obligataires qu'on va vous conseiller vont être à 2 sur 7. Ensuite, comme autre type de placement qui résiste bien dans les périodes de crise, c'est l'immobilier.
l'immobilier sous toutes ses formes, mais notamment en termes de montant d'investissement, nous on conseille des SCPI qui sont diversifiés d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue géographique dans toute l'Europe. Donc là, les CPI vont permettre de bénéficier plutôt de revenus complémentaires. Ici, comme il s'agit d'immobilier, le nom est très pertinent puisque immobilier dit actif immobilisé. Donc qui dit actif immobilisé dit qu'on est sur un horizon de placement à long terme. Donc là, alors que sur du fonds euro et des fonds obligataires, on est sur des horizons de placement à moins de 5 ans. Pour l'immobilier, on va être sur 10 ans, voire plus. Mais ça va vous permettre de bénéficier de rendements compris entre 6 et 8% actuellement en termes de taux de distribution. Donc deux SCPI qu'on met en avant, qui sont diversifiés en Europe, qui ont un historique également de deux très grandes sociétés de gestion immobilière. Sofidy Europe Invest par exemple, qui investit dans toute la zone euro, et Corum Origin, qui elle investit également dans toute l'Europe, qui rachète maintenant également de l'immobilier français et qui est très diversifié. Corum Origin fait maintenant plus de 3 milliards de capitalisation, donc c'est une très très grande SCPI qui depuis 2013 a toujours rempli ses objectifs de rendement. Donc c'est deux SCPI par exemple qu'on met en évidence dans nos allocations de SCPI. Alors, j'en profite simplement pour concernant ces CPI. Alors, c'est pas les seuls qu'on va mettre en avant. En fait, ça va vraiment dépendre de votre patrimoine, de sa composition. Et ensuite, en fonction de ça, on va peut-être vous orienter davantage vers l'une ou l'autre. Et en fait, on travaille avec de nombreuses sociétés de gestion sur ce sujet. Exactement. Donc on a le choix des différentes SCPI. Oui, en termes de support, ce sont deux SCPI qui sont très diversifiés. Donc il y a à la fois c'est bureau, commerce, il y a de la logistique évidemment, des hôtels. Peu de résidentiel par contre, mais c'est principalement de l'immobilier tertiaire, mais en termes de typologie tertiaire, c'est très très diversifié. Enfin, dernier placement que je voulais mettre en évidence également, c'est les investissements dans l'or, parce que même si les cours ont énormément monté ces dernières années et surtout ces derniers mois, ça reste une valeur refuge par excellence, à l'instar également de l'immobilier qui est très protectrice. Je vous ai pas répondu. Est-ce que les investissements, on ferait les mêmes investissements nous que ceux qu'on propose? Évidemment, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que ça dépend évidemment de notre horizon de placement, de notre situation patrimoniale, de notre situation personnelle, notre fiscalité, etc. Donc évidemment, si jamais la personne qu'on rencontre a exactement la même situation que nous, oui, on proposerait exactement les mêmes types de placements. Je voulais aussi présenter quelques placements alternatifs qu'on préconise aussi en temps de crise, mais qui sont, on va dire, moins connus du grand public, parce qu'ils se sont démocratisés que lors de ces 2, 3 dernières années auprès du grand public. Ce sont les actifs non cotés qui permettent d'investir sur des périodes longues, selon divers profils de risque, c'est-à-dire qu'on peut investir typiquement en dette privée. Ça ressemble aux obligations que je citais précédemment, mais ici sur des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc ça permet d'avoir un rendement un petit peu additionnel, c'est-à-dire 1 à 2 points de plus que les obligations, puisqu'on est sur des objectifs autour de 8% annuels. Et plus globalement, on a des fonds de private equity sur les horizons de placement à 10 ans, voire plus, qui permettent d'avoir un rendement additionnel et surtout, comme c'est un investissement qui ne se fait pas en une fois, mais qui se fait via des appels de fonds, on investit à différentes périodes et le fait d'investir sur différentes périodes permet d'éviter de rentrer à un mauvais moment. Donc ça, ce sont des placements moins connus, mais qu'on préconise également dans nos allocations, soit en direct, soit au sein de nos contrats d'assurance vie ou de nos plans épargne retraite. Alors maintenant, un gros sujet, une question qui revient fréquemment, en tout cas, ce topic revient très souvent. On nous pose souvent la question, alors vous pensez quoi des ETF? Alors j'en ai pas dans mon portefeuille, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en mettre? Donc là, j'ai listé quelques-unes de vos questions sur ce sujet. Donc déjà, quels ETF? Comment les choisir? Quelle proportion
dans le patrimoine et est-ce opportun dans son portefeuille? Ouais, alors tout d'abord, rappeler ce qu'est un ETF. Ce sont des fonds qui répliquent la performance d'un indice boursier. Euh, donc typiquement, un ETF basé sur le CAC 40 va répliquer de la façon la plus précise possible la performance du CAC 40. Donc nous, en termes d'ETF, il y a des ETF qui répliquent un indice boursier, un indice sur les actions. Il y a des ETF qui répliquent un indice sur les obligations. Si on compare gestion active et ETF, on remarque que sur les dernières années, les ETF en obligation n'arrivent pas à compenser la performance de la gestion active. Donc sur la partie obligataire, c'est vrai qu'on ne conseille pas d'ETF, on va conseiller plutôt des fonds obligataires avec de la gestion active. En revanche, sur la partie action, on intègre des ETF au sein de nos allocations. Alors, il y a plusieurs points de vigilance. D'abord, la devise, c'est-à-dire que quand on regarde la performance du S&P 500 depuis le début de l'année, qui représente les 500 plus grandes capitalisations américaines, l'indice est en forte hausse depuis le début de l'année, mais pour un investisseur français, il a quasiment rien gagné. Pourquoi? Parce que parallèlement à la performance de l'indice, le dollar a diminué fortement et donc, la devise est importante à analyser. Est-ce qu'on prend plutôt un ETF qui va être couvert du risque de change ou pas? Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Ensuite, quand on compare les différents ETF, on va comparer, on va regarder quelle est ce qu'on appelle en anglais la tracking error. Quelle est la réplication? Est-ce qu'il y a une différence significative de réplication lorsqu'il réplique la performance de l'indice? Donc ça, c'est un élément important qu'on regarde. Ensuite, évidemment, il y a quel indice on va vous conseiller au sein du contrat. Donc là, on a pris le S&P 500, ça c'est un des indices que nous, on vous conseille. Mais on peut inclure également des indices émergents actuellement qui profitent de la faiblesse du dollar ou un indice plutôt diversifié en Europe. Donc on peut vous conseiller plusieurs types d'indices différents. Il y a même maintenant des ETF qui investissent, qui suivent plutôt un indice sur tout ce qui est cryptoactif, par exemple. Donc, on a vraiment des ETF sur tout type de classe d'actifs. Et enfin, là, je vous parlais principalement d'ETF passifs, donc qui tentent de répliquer euh, le plus fidèlement possible l'indice boursier, mais il existe également des ETF actifs qui commencent à être référencés au sein des contrats d'assurance vie. Là, on a des gestions qui vont être un peu plus actives, c'est-à-dire on se donne la possibilité de dévier un petit peu de l'indice et de battre l'indice de référence. Donc ça, c'est des éléments qu'on regarde également. Donc quel type d'ETF, quel indice, quelle réplication, quelle devise. Donc ce sont tous des éléments qu'on va regarder actuellement. Typiquement pour un indice S&P 500, on ne va pas se couvrir actuellement du risque de change vu le niveau du dollar actuel. Donc on va préférer faire investir plutôt sur un ETF en dollars S&P 500 actuellement. Merci Vincent. Alors maintenant, alors déjà si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser. On va y répondre dès maintenant. Je vais pouvoir évoquer quelques questions annexes qu'on a pu recevoir en amont de ce webinaire. Alors la première, propose-t-on des investissements hors zone euro? Alors vous l'aurez compris, que ce soit sur le financier, c'est complètement possible. Avec par exemple sur les contrats assurantiels, on aura des fonds d'investissement qui seront avec des actions de tous les continents d'ailleurs. Vous aurez vraiment une possibilité qui est assez large. Sur le compte titre, vous avez la possibilité de viser des titres, des supports d'investissement étrangers. Et sur l'immobilier, à travers les EPCI, les SCI et les SCPI, vous aurez la possibilité en fait de viser des biens étrangers également. J'ai une autre question. Combien peut-on donner pour un anniversaire ou à Noël? Alors, il s'agit en fait d'un présent d'usage. Donc, cela dépend vraiment de la taille de votre patrimoine, enfin, de la taille du patrimoine du donateur. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les compagnies d'assurance, à partir de 10 000 euros, elles nous demandent pardon, des justificatifs. Ça peut vous donner un ordre d'idée là-dessus. J'ai également une question pour toi, Vincent. Est-ce que les produits structurés qu'on me présente sont vraiment adaptés à mon profil ou sont-ils surtout rentables pour la banque?
Oui, alors les produits structurés, c'est un type de produit qui est largement commercialisé par les banques actuellement et où je voulais qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui faute de temps. Euh, En fait, quand on regarde le produit structuré, ce qui est important, c'est de regarder déjà quel est le sous-jacent. Donc, est-ce qu'on suit un indice, est-ce qu'on suit un niveau de taux d'intérêt, par exemple, et quel est le niveau de protection. Donc, c'est vrai que nous, on recommande jusqu'à maximum 20% d'une allocation sur les produits structurés. Les produits structurés peuvent être bloqués jusqu'à 8 à 12 ans en fonction de type de produit structuré. Et il faut le plus possible regarder également le niveau des frais. C'est-à-dire que on le voit sur certains produits structurés qui sont créés par des banques. Quand on demande à nos brokers, à nous, de nous créer un produit structuré, on constate une différence qui se fait au niveau des frais. Et c'est-à-dire qu'on peut fournir un meilleur coupon ou une meilleure protection. Et c'est vrai que demander un autre avis que uniquement celui de la banque peut être bénéfique pour déterminer si le niveau des frais est adéquat parce que ce sont des produits qui sont vraiment pas transparents au niveau des frais appliqués. Si jamais vous avez des questions plus précises sur l'allocation de vos contrats, sur le produit structuré ou un autre support, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, un relevé, qu'on puisse répondre précisément à vos questions et vous donner un, un avis objectif et transparent en termes de frais. Tout à fait. Concernant les questions sur les crédits, on en a eu plusieurs. Donc à ce sujet, on reviendra vers vous, on va vous communiquer les coordonnées du service adéquat. Il y a vraiment un service de courtage dédié, ils pourront répondre à toutes vos questions. Donc même s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à ce sujet, n'hésitez pas à venir vers nous, on bifurquera vers le service concerné. Merci beaucoup pour votre participation. C'est un format un peu particulier, mais qu'on a eu plaisir de faire. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez de plus amples questions, si vous souhaitez creuser un sujet ou si vous souhaitez voir si une allocation est cohérente par rapport à votre situation patrimoniale, vous nous contactez, on peut prendre rendez-vous ensemble. Donc là, vous avez notre adresse mail qui figure juste en bas. Donc, c'est service-du-6 client, tout au singulier, @vanogp.fr. Donc, on sera ravi de prendre rendez-vous avec vous. Vous avez également possibilité, si vous souhaitez revoir ce webinaire, ce sera présent sur notre chaîne YouTube et vous pouvez également nous contacter, soit Vincent, soit moi sur LinkedIn. Voilà. En tout cas, ravi d'avoir pu vous proposer ce contenu et on vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt, bonne soirée, au revoir.